Le but du jeu, c'est d'obtenir donc cette clé d'entrée, l'attestation plus ou l'attestation débutant, qui va confirmer que vous êtes un travailleur dans le secteur culturel et du coup que vous pouvez être éligible pour l'octroi de l'allocation du travailleur des arts. Mais pour obtenir l'allocation du travailleur des arts, il va y avoir de nouvelles conditions à devoir remplir, qui ne sont évidemment pas les mêmes que celles qu'on vient de voir, sinon ce serait trop facile. Du coup, on change d'administration. Ici, ça devient une allocation. Je vous l'ai dit dans un cours précédent, c'est une allocation qui est parallèle à ce que l'on avait avant pour le paiement d'une allocation de chômage. On est d'ailleurs dans la même législation. On a un nouveau chapitre qui est relatif à l'allocation du travailleur des arts, mais on est dans la même législation, dans la même logique. Du coup, l'administration qui le contrôle, c'est toujours l'ONEM, l'Office national de l'emploi. Mais vous n'avez pas de contact avec l'ONEM. Parce que vous, en Belgique, en tous les cas, c'est différent en France, etc., mais en Belgique, votre interlocuteur, c'est soit votre syndicat, soit, si vous n'êtes pas syndiqué, la CAPAC. Ça veut dire que votre interlocuteur est supposé vous représenter, préparer le dossier pour vous, et ensuite le transmettre à l'administration qui prendra une décision. Le problème, vous avez, si vous suivez un petit peu sur les pages des réseaux sociaux, vous allez voir que les syndicats, la CAPAC, sont tous critiqués parce qu'il y a souvent des erreurs dans les dossiers, pas de suivi, voire parfois carrément aucune réponse aux questions que vous pouvez leur poser. Et donc là, on a vraiment un gros problème qualitatif au niveau de la manière dont les dossiers sont remplis, avec parfois le syndicat qui va oublier d'envoyer justement le bon formulaire. Or ici, c'est les 12 travaux d'Astérix au sens strict en plus. Si vous arrivez devant le mauvais guichet ou devant le bon guichet avec le mauvais formulaire, l'affaire est réglée. Vous n'obtiendrez pas votre allocation du travailleur des arts. Je peux vous assurer qu'en ce moment même, j'ai des dossiers qui sont en justice parce que vous avez un syndicat ou la CAPAC, peu importe, qui a oublié de remplir le bon formulaire et de l'envoyer à l'administration. L'administration, c'est bête et méchant. Il n'y a pas le formulaire, on ne saurait pas accorder l'avantage social auquel on a droit, qu'on voudrait revendiquer. Donc ce n'est pas le moment de se planter. Et pourtant, mais malheureusement, les structures qui sont là pour vous guider et vous assister dans cette démarche, mais malheureusement, commettent régulièrement des erreurs. Alors heureusement, pas systématiquement, il y a encore heureusement de nombreuses fois où tout se passe très bien, mais ça vaut quand même la peine de vérifier ce que fait votre syndicat ou la CAPAC par rapport à ça. Du coup, quelles sont les conditions ? Être inscrit comme demandeur d'emploi, ce n'est pas très compliqué, ça se fait via Actiris ou le Forum en fonction de l'endroit où vous êtes domicilié en Belgique francophone. Vous devez être résident en Belgique, ce n'est pas compliqué non plus. Vous devez être involontairement privé de travail, ça c'est important. Comme à la base, l'allocation de chômage est une assurance contre la perte involontaire d'emploi, on garde cette condition-ci pour l'allocation du travailleur des arts. Or, l'allocation de chômage, c'est bien ça, c'est une assurance contre la perte involontaire d'emploi. Vous savez que si vous démissionnez de votre emploi à un moment donné, donc vous choisissez d'être privé d'emploi parce que vous démissionnez, vous n'avez pas droit à une allocation dans cette hypothèse-là. Ici, c'est la même chose. Donc, pour pouvoir obtenir l'allocation du travailleur des arts, il faut être involontairement privé de travail. Ensuite, vous devez être disponible pour un emploi convenable, mais là où avant, lorsqu'on avait l'ancien statut d'artiste, il y avait parfois l'ONEM qui pouvait vous obliger à chercher du travail en dehors du secteur artistique parce que votre profil pouvait correspondre à un employé de banque ou ce genre de choses. Là, ici, à partir du moment où vous avez votre attestation plus ou débutant, on considère qu'un emploi convenable est uniquement dans le secteur artistique, dans le secteur des arts. Donc là, on est moins embêté que ce qu'on pouvait avoir avant. Donc votre syndicat prépare votre dossier. On va voir ce qu'il va falloir mettre dans ce dossier et ils devront remplir un formulaire qui, ici, s'appelle le formulaire C181. C'est son nom et en tout cas, je peux vous assurer qu'il ne faut pas oublier de le rendre. Et avec ce formulaire, qu'est-ce qu'on va devoir ajouter ? On va devoir démontrer que vous avez suffisamment payé des cotisations sociales. Vous devez avoir travaillé suffisamment. C'est le même critère pour ouvrir vos droits des allocations de chômage. Vous devez démontrer que vous avez travaillé un certain nombre de jours sur une période déterminée. C'est toujours la même logique. Au moment où vous faites votre demande, on regarde dans un temps plus ou moins long en arrière tout le temps durant lequel vous avez été sous contrat de travail. Bien ici, pour l'allocation du travailleur des arts, c'est la même chose. Au moment où vous faites votre demande, on retourne 2 ans en arrière et on regarde si sur cette période-là, vous avez bien travaillé au moins 156 jours de travail salarié ou apparenté. Qu'est-ce que c'est apparenté ? Vous le savez, l'article 1 bis. OK ?
Les choses commencent à se mettre en place tout doucement. Mais ici, donc, il faut que ce soit un travail salarié, donc pas une indemnité des armateurs. L'indemnité des armateurs, on a vu que l'avantage de cette indemnité, c'est que vous ne payez pas d'impôts et pas de charges sociales. Le désavantage de cette indemnité, c'est que comme vous ne payez pas de charges sociales, elle n'est pas éligible pour l'octroi de l'allocation du travailleur des arts. Donc on le voit très vite que, en fonction des choix que vous faites, ça peut avoir des conséquences sur votre protection sociale. Vos revenus de droit d'auteur. Sur vos revenus de droit d'auteur, vous ne payez pas non plus de charges sociales. Donc du coup, vos revenus de droit d'auteur, aussi importants soient-ils, s'ils ont servi à l'octroi de l'attestation du travailleur des arts plus ou débutant, elle ne servira pas à cette étape-ci parce qu'il n'y a pas de prélèvement de charges sociales. Donc vous n'avez pas cotisé sur ces revenus-là, du coup, ils ne sont pas éligibles. Okay, c'est vraiment vos contrats de travail et l'article 1 bis, c'est aussi simple que ça. Avant, dans l'ancien système, lorsqu'on parlait du statut d'artiste, c'était les mêmes conditions, c'était 156 jours de travail, et on vous disait qu'il fallait au moins que ce soit 104 jours artistiques. Parce qu'il fallait démontrer que vous étiez bien actif dans le secteur artistique. Et c'est là que l'ONEM faisait tout un contrôle pour vérifier si, en fonction du contrat que vous aviez fait, c'était bien une fonction artistique, vous aviez des listings, des activités artistiques, techniques, etc. Ça amenait un foutoir phénoménal qui maintenant n'a plus lieu d'être, puisque vous avez déjà une attestation qui montre que vous avez une activité artistique. C'est tout l'intérêt de l'attestation, en fait. Vous êtes déjà considéré comme travailleur dans le secteur des arts, le secteur culturel. Du coup, ici, n'importe quel type de contrat compte. Contrairement à avant où vous étiez limité sur les contrats qui généraient d'autres types de revenus, donc vous avez un contrat lié à l'enseignement qui vous permet d'avoir 3 semaines d'enseignement à la Cambre par an, un contrat à durée déterminée, ce contrat-là pouvait en partie compter pour l'ancien statut d'artiste. Ici, il comptera sans hésitation, puisque peu importe le type de contrat que vous faites, artistique, pédagogique, voire même un job strictement alimentaire. On va prendre vraiment un exemple qui n'est pas du tout culturel. Vous travaillez donc vous travaillez dans les cuisines du McDonald's. Là, on n'est vraiment pas du tout dans la culture, a priori. Enfin, certaines formes de culture quand même. Enfin, je vous laisse juger. Peu importe. Ici, donc, c'est vraiment quelque chose qui n'a rien à voir avec le secteur culturel. Mais pourtant, votre job dans le McDonald's comptera parce que c'est un contrat sur lequel vous payerez des charges sociales. Tous les contrats comptent, tous les contrats pourraient compter. On m'a même posé la question, mais tiens, moi, imaginons que j'ai un contrat de travail dans un club de sport, pourquoi pas, très bien, semi-amateur, avec quelques revenus du coup professionnels. Si c'est payé sous le statut salarié, le club de sport, ce revenu-là comptera également. Parce que vous avez eu en amont votre sésame lié à votre attestation qui montre que vous êtes considéré comme un travailleur dans le secteur culturel. Donc c'est plus simple qu'avant par rapport à ce qu'on avait il y a quelques temps, enfin il y a quelques mois, puisque c'est entré en vigueur il y a peu de temps. Donc c'est plus simple qu'avant, puisque là tous les types de contrats vont compter. Alors, on faisait encore une autre distinction avant. Normalement, pour ouvrir vos droits aux allocations de chômage, c'est relativement facile. À partir du moment où c'est des contrats à la durée, si c'est un contrat à durée indéterminée ou un contrat à la durée tout court, quand vous recevez votre C4, c'est-à-dire le document qui confirme la fin de votre contrat, on regardait le nombre de jours réels que vous aviez prestés. Et comme ici, notre critère, c'est un nombre de jours durant lesquels vous devez avoir cotisé, on comptait le nombre de jours et l'affaire était réglée. Si vous remplissiez les conditions, vous y aviez droit. Sauf que dans le secteur culturel, ce serait trop simple, on reçoit souvent des cachets. Et on l'a vu la semaine dernière, lorsque je vous ai parlé d'un contrat pour un travail nettement défini, je vous avais dit que c'est des contrats pour lesquels on n'a pas de référence à la durée, puisque vous recevez une prestation, un montant forfaitaire pour la prestation. On a vu aussi l'hypothèse avec l'article 1 bis, où c'est la même chose, on n'a pas de référence à la durée, vous recevez toujours un montant forfaitaire pour votre prestation. Dans ce cas de figure-là, c'est ce qu'on appelle le travail à la tâche, le travail à la rémunération, le travail au forfait, peu importe. La plupart du temps, on va parler de cachet, vous recevez une somme pour votre prestation artistique. Or, si c'est un article 1 bis ou si c'est un contrat pour un travail nettement défini, c'était quand même des contrats salariés sur lesquels vous payez des charges sociales, donc ils doivent compter. Mais on n'a pas de référence à la durée. Du coup, comment est-ce qu'on faisait ? On devait faire tout un calcul pour pouvoir transformer ce contrat et déterminer un nombre d'équivalents en jours. C'est ce qu'on appelait la règle du cachet. Donc on reprenait vos cachets bruts,
On appliquait une division dont on a gardé ici la philosophie, ça vous permettait donc de générer un nombre d'équivalents en jours. Cette règle du cachet était souvent beaucoup plus favorable, pour ne pas dire systématiquement, beaucoup plus favorable au contrat à la durée au sens strict. Un contrat à la durée, si vous êtes engagé pendant une journée par votre compagnie de théâtre, ça compte pour un jour, point final. Or, si vous faites un contrat au forfait pour la même prestation artistique, à savoir le fait de jouer dans une pièce de théâtre, vous recevez un montant forfaitaire, vous avez, j'invente, 150 € brut, mais quand vous appliquiez cette division, je vous passe les détails ici, ça vous donnait 1, 2, 3 jours, potentiellement plus de jours que le nombre de jours que vous auriez dû déclarer si ça avait été un contrat à la durée. Les artistes sont pas trop mal conseillés, et du coup, beaucoup s'étaient rendus compte qu'il était plus intéressant de faire cette règle du cachet que de faire des contrats à la durée. Et du coup, beaucoup de personnes, pour ouvrir leurs droits au statut d'artiste à l'époque, privilégiaient la règle du cachet par rapport à des contrats à la durée classiques que l'on rencontrait beaucoup plus souvent en dehors du secteur culturel. Ici, du coup, ça a amené parfois des abus, des fictions qui étaient mises en place par les artistes pour essayer de développer plus vite leur protection sociale. Et donc maintenant, avec la réforme, c'était une demande du secteur, on considère que la règle du cachet est généralisée. Autrement dit, mais maintenant, peu importe le type de contrat que vous faites. Donc non seulement on s'en fout de savoir si c'est un contrat artistique ou pas, puisque vous avez de toute façon votre attestation en amont, et on ne se tracasse plus de savoir si c'est un contrat au cachet, à la durée ou article 1 bis ou quoi que ce soit. Peu importe. On va de toute façon appliquer cette règle du cachet qui est quand même plus favorable que le nombre de jours réels prestés. OK ? Du coup, quel est ce calcul ? On reprend le montant brut de toutes les prestations que vous avez faites. Vous le voyez ici, on le divise par 79. Ce montant-là est vraiment indexé très régulièrement en fonction des indexations sur les salaires, etc. Il y a une raison pourquoi c'est 79, on ne va pas rentrer dans les détails ici. Je pense que la matière est déjà suffisamment dense comme ça. Et donc on reprend les montants bruts, on divise tout ça par 78. Le but du jeu donc, de ce calcul-là, donc je vais refaire vraiment le raisonnement du début à la fin. Donc au moment où vous faites votre demande, on regarde tous les montants bruts que vous avez générés sur les 2 ans qui précèdent votre demande, on les additionne, on divise le tout par 79 et on regarde si le résultat dépasse 156. 156 étant notre critère, souvenez-vous, on l'a vu juste avant. Donc vous devez prouver 156 jours de travail effectif en tant que travailleur salarié ou apparenté. Mais du coup, on reprend tous vos contrats de travail, tous les salaires bruts que vous avez faits, en ce compris celui du McDonald's et celui à la Cambre que vous avez eu, donc pédagogique, hors culturel, peu importe, on reprend tout, on additionne le tout, on divise par 79, et le résultat doit donc être supérieur à 156. Si c'est oui, vous obtenez votre allocation du travailleur des arts. Quelle aventure, n'est-ce pas? Alors, si vous êtes dans l'audiovisuel, typiquement c'est pour l'audiovisuel, et que vous générez donc des très gros revenus sur une période très courte, donc sur moins d'un trimestre, là vous allez être plafonné à un maximum de 78 jours par trimestre. C'est une information, il faut le savoir. Donc généralement, on va essayer donc de lisser un peu plus l'effort sur au moins 6 mois pour pouvoir générer les fameux 156 jours de travail. Et donc, vous obtenez votre allocation du travailleur des arts. Quel est le montant de votre allocation du travailleur des arts? C'est une allocation journalière, donc ça veut dire que chaque jour durant lequel vous n'êtes pas sous contrat de travail, vous recevez cette allocation. Revenu de remplacement, quand vous êtes sous contrat de travail, c'est logique, là vous avez votre salaire qui vous est payé, donc vous n'avez pas d'allocation à ce moment-là, mais les jours où vous n'êtes pas sous contrat de travail, vous avez droit à cette allocation, qui va donc varier entre 61 et 72 € en fonction de votre situation personnelle et en fonction de la moyenne du salaire que vous avez obtenu avant. Qu'est-ce que ça veut dire par là? C'est ce qu'on vous explique ici, juste au-dessus. Donc on va faire la moyenne de votre salaire sur les 2 ans qui précèdent votre demande. Et vous obtiendrez, au niveau de l'allocation, 60% de cette moyenne. Donc on va faire un salaire fictif de moyen sur vos 2 ans, c'est plutôt ça, et vous obtiendrez 60% de ce salaire fictif. Encore une fois, tout ça découle de ce qui se passait avant. Dans l'ancien système, c'était le dernier contrat qui comptait.
Donc quand vous aviez un contrat très important juste avant d'ouvrir votre droit aux allocations de chômage, vous aviez un statut d'artiste plus élevé que si vous aviez une toute petite rémunération. Et si c'était uniquement la règle du cachet qui vous permettait d'ouvrir votre droit aux allocations, on faisait cette fois-ci une moyenne de vos cachets, mais du dernier trimestre. Et donc vous aviez encore toute une stratégie qui était mise en place par les artistes et qui essayait de faire beaucoup de cachets tout le trimestre qui précédait leur demande de statut d'artiste pour essayer justement d'avoir une allocation plus élevée. Maintenant tout ça est supprimé, uniformisé, on tient compte de l'ensemble de vos rémunérations sur les 2 ans, on fait la moyenne et vous obtenez 60% de cette dernière rémunération en moyenne et qui sera systématiquement entre 61 et 72. Si vous avez vraiment eu que des petites rémunérations, ce qui est possible, parce qu'au niveau des allocations de chômage, vous pouvez avoir une allocation de chômage journalière qui est bien inférieure à 61 € par jour. Ça peut être 30 ou 40 € sans aucun problème. Mais pour les artistes, encore une fois, c'était une demande du secteur, on a prévu un plancher en dessous duquel on ne peut pas aller, ce qui fait que votre allocation mensuelle, si c'est un mois où vous n'avez pas de contrat de travail, votre allocation du travail des arts va osciller entre 1 300 et 1 800 € sur votre compte pour le mois. Ce qui vous permet en tout cas au minimum de quand même payer un loyer et de faire un petit peu bouillir la marmite. Alors, votre allocation du travailleur des arts devra être renouvelée. Cette allocation est octroyée pour une période de 3 ans. Donc ça veut dire que tous les 3 ans, il faudra la renouveler. Pour le renouvellement, il faudra prouver 78 jours de travail salarié sur les 3 ans qui se seront écoulés durant lesquels vous avez obtenu votre allocation du travailleur des arts. Si entre-temps vous avez eu un problème de santé ou vous êtes tombé enceinte et du coup vous n'avez pas pu travailler normalement, il y a des conditions pour pouvoir raboter encore le montant à 39 jours. Ça aussi, c'est des choses qui n'existaient pas avant et qui, avec la réforme, ont été prévues. Je ne vais pas rentrer dans ces détails-là, mais sachez donc que ça existe et à un moment, vous deviez être concerné par ce cas de figure. Si on regarde donc ici maintenant, pour le renouvellement, c'est 78 jours sur 3 ans. Si on compare avec l'ancien statut d'artiste c'était tous les ans qu'il fallait le renouveler. Et il fallait par contre démontrer 3 prestations sur l'année qui s'étaient écoulées. 3 prestations sur l'année, c'était évidemment assez facile. Le plus dur, c'était d'obtenir son statut d'artiste, mais une fois qu'on l'avait, pour le renouveler, 3 prestations sur l'année, c'était relativement accessible. Donc là, par contre, cette condition-ci, mathématiquement, elle est plus stricte, elle est plus difficile à atteindre que ce qu'on avait avant. Mais quand j'en parle avec les artistes que je côtoie, la plupart me disent 78 jours sur 3 ans, en sachant que la règle du cachet qu'on vient de voir est applicable. La plupart me disent que ça reste tout à fait atteignable et que c'est raisonnable. Faites attention que donc, quand vous recevez votre allocation du travailleur des arts, vous devez en permanence avoir une attestation valide. Ça, c'est vraiment un piège. Donc, votre attestation plus, elle est valable pour 5 ans. Votre attestation débutant, elle est valable pour 3 ans non renouvelables. Et donc, vous allez vous retrouver dans une situation où, chaque année, vous devrez vérifier qu'est-ce que vous devez renouveler. Est-ce que c'est l'allocation du travailleur des arts, auquel cas, c'est ces règles-ci qui doivent s'appliquer. Est-ce que vous devez renouveler votre attestation? On a vu tout à l'heure donc, les règles qu'il fallait faire et s'adresser du coup à la commission du travail des arts. Parce que ça veut dire que si vous perdez un moment votre attestation, vous ne remplissez plus les conditions pour avoir l'allocation. Donc cette clé d'entrée est aussi un sésame qui vous protège pendant tout le paiement de votre allocation du travailleur des arts. Si à un moment vous n'avez plus votre attestation, vous n'êtes automatiquement plus considéré comme travailleur des arts et vous perdez votre allocation également. OK ? Donc là, il faudra faire très attention dans la gestion des dossiers personnels pour pouvoir s'assurer que vous avez bien renouveler, que vous allez pouvoir renouveler votre allocation du travailleur des arts, mais qu'en même temps, vous aurez toujours bien, pour la période concernée, une attestation plus, ou débutant, si elle n'est pas encore arrivée à échéance, valide. OK. Toute dernière règle, histoire de vous achever avant la pause, il existe encore une autre règle du cachet, sinon ce serait trop facile. Donc, le principe, c'est que quand vous percevez une allocation de chômage, vous perdez votre allocation lorsque vous êtes sous contrat de travail.
Ça, c'est la règle générale pour n'importe quel chercheur d'emploi en Belgique. C'est logique. Si vous êtes sous contrat de travail, vous n'avez pas besoin d'avoir une allocation de chômage. Vous n'avez pas besoin de cette assurance contre la perte involontaire d'emploi. Donc du coup, si vous avez des allocations de chômage dans le temps, lorsque vous étiez artiste sous statut d'artiste, et que vous aviez un contrat de 3 jours, ben vous perdiez 3 jours d'allocation de chômage, puisqu'à l'époque, c'était une vraie allocation de chômage au sens strict. Maintenant, donc, c'est devenu une allocation du travailleur des arts, mais c'est sensiblement la même logique. Mais la question, c'est de savoir, ben, quand c'est des contrats à la durée, c'est relativement facile. On compte le nombre de jours durant lesquels vous êtes sous contrat de travail, et vous perdez vos allocations pour les jours durant lesquels vous êtes sous contrat de travail. Sauf que dans le secteur culturel, vous recevez des cachets. Les cachets ne font pas référence à la durée. Or, vous êtes sous contrat de travail puisque vous êtes en train de faire soit un article 1 bis, soit un contrat pour un travail nettement défini. Ce qui veut donc dire que là, cette fois-ci, on va devoir transformer votre cachet pour faire comme si ça avait été un contrat à la durée. Si on a fait ce travail-là pour le transformer comme si c'était un contrat à la durée pour l'ouverture du droit à l'allocation, cette fois-ci, une fois que vous avez l'allocation, on va le transformer pour faire comme si c'était un contrat à la durée, pour cette fois-ci déterminer une période durant laquelle vous ne serez pas indemnisé parce qu'on considère que vous êtes comme si vous aviez été sous un contrat de travail avec une certaine durée. Okay ? C'est vraiment un système très artificiel qui est mis en place ici. Alors, contrairement à avant où on ne tenait compte que des cachets, et du coup, quand les artistes avaient leur statut d'artiste, ils faisaient du coup après, autant ils avaient fait des cachets pour ouvrir leur droit au statut d'artiste, autant ils n'en faisaient plus une fois qu'ils avaient leur statut d'artiste pour éviter cette règle-ci. Mais maintenant, là aussi, ici, on a uniformisé les règles, et du coup, on tiendra compte de tous les montants bruts, peu importe que c'est des contrats à la durée ou au cachet, mais on va du coup les transformer, faire à nouveau un calcul pour déterminer un nombre de jours durant lequel vous ne serez pas indemnisé. Quel est ce calcul? On reprend le montant brut du trimestre que vous avez généré, on déduit déjà le nombre de jours que vous aurez coché sur votre carte de contrôle parce que vous devez cocher les jours, vous devez informer l'ONEM des jours durant lesquels vous êtes sous contrat de travail. On divise le tout par 199 et le résultat de ce calcul-là vous donne le nombre de jours durant lesquels vous ne serez pas indemnisé. Avant, il fallait faire un nouveau formulaire, ça s'appelait le C3 Artiste, qui permettait à l'ONEM de savoir mois par mois durant lesquels vous aviez reçu, donc les jours durant lesquels vous aviez reçu votre cachet. Ici, ce n'est plus le cas, ça va se faire automatiquement parce que lorsque il y a une DIMONA qui est faite, donc c'est une démarche administrative qui est faite pour dire que vous êtes sous contrat de travail, l'ONEM va avoir accès à ces informations-là et fera le calcul par eux-mêmes, mais le problème c'est qu'ils le feront au bout de plusieurs mois. On dit que pour le moment, en termes de, pour vous donner un timing, si vous avez vos revenus en début d'année, imaginons ici janvier, février, mars 2025, l'ONEM, le temps qu'il fasse ce calcul-là et ce travail de déterminer une période non indemnisable, vous serez probablement au-delà des vacances d'été. Ce qui veut donc dire que pour le moment, en ce moment même, vous avez des artistes qui sont en train de faire des activités artistiques pour lesquelles ce calcul-là va être appliqué, mais ils auront une suspension, en quelque sorte, de leur allocation du travailleur des arts plusieurs mois plus tard. Alors qu'il faut bien dire ce qui est, probablement beaucoup d'artistes n'ont pas encore bien cerné cette réalité-là. Et donc vous allez voir que, vous allez sans doute voir si vous suivez déjà peut-être sur les réseaux sociaux les groupes de discussion sur ce sujet-là, il y en a plusieurs. Vous allez voir qu'il y a des personnes qui se rendent compte, cette fois-ci, ce mois-ci, je n'ai pas reçu du tout d'allocation. Alors que c'est pas qu'ils ne l'ont pas reçu, c'est juste qu'ils ont un moment travaillé et du coup ils sont dans une période de carence, une période non indemnisable parce qu'on applique cette règle-ci comme si ça avait été un contrat à la durée. Si c'est un contrat à la durée, ces jours-là, vous auriez perdu votre allocation, mais du coup ici, de manière plus fictive, on fait ça à travers un calcul et ça nous permet de déterminer cette période non indemnisable. Je vous avais promis un cours très aride sur le sujet. C'est tout pour l'allocation du travailleur des arts. Je vous propose de faire 10 minutes de pause et ensuite je répondrai à toutes vos questions.